Bonjour, chers étudiants. Donc, on va faire les travaux dirigés concernant le cours qui a été fait, qui correspondent aux opérateurs et au formalisme de Dirac. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment on fait ces calculs-là. Donc, on commence par le premier exercice. Dans cet exercice, on nous donne, comme vous voyez, 4 opérateurs. On dit soit A, grand A, grand B, grand C et grand D, des opérateurs linéaires. Et on vous demande si les égalités qui sont là sont toujours vraies ou pas. Donc on commence par exemple par la première égalité. Donc j'ai la somme A plus B. Est-ce qu'il est égal, ou bien est-ce qu'elle est égale à la somme B plus A? Et évidemment, c'est vrai parce que la sommation est associative. Donc c'est toujours vrai. Est-ce que, pour le petit b, est-ce que A plus B est égal à B plus A? Donc ici, j'ai un produit matriciel et les matrices, c'est dans l'ensemble C. Et A fois B n'est pas toujours égal à B fois A. Quand est-ce qu'il est égal à B fois A? Lorsque A et B commutent. Donc ce n'est pas toujours vrai. La troisième égalité, est-ce que A plus B fois C est égal à B plus A fois C? Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de changer l'ordre ici dans la sommation. Bon, changer l'ordre dans la sommation, ça ne pose aucun problème. Ça veut dire que c'est toujours vrai. Toujours vrai. A plus C plus B plus C est égal à B fois C plus A fois C. Donc c'est normal. A fois C plus B fois C égale à B fois C plus A fois C, c'est toujours vrai. L'autre, ou bien l'avant-dernier cas, est-ce que C fois A plus B est égal à C fois A plus B fois C? Normalement, je devrais avoir C fois A plus C fois B. Ici, j'ai B fois C, et on sait que B fois C est différent de C fois B. Quand est-ce que c'est vrai? Lorsque les opérateurs commutent, donc ce n'est pas toujours vrai. La dernière, est-ce que le produit scalaire A plus B, facteur de A moins B, est-ce qu'il est égal à A au carré moins B au carré, l'équation que vous connaissez? Alors, dans le cas des matrices, ce n'est pas toujours vrai. C'est en fait le A fois B et B fois A peuvent être différents. Et ça ne peut être vrai que si les opérateurs A et B commutent. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Donc, voilà pour l'exercice 1. Et on passe au deuxième exercice. Alors là, on va essayer de voir le concept d'équation aux valeurs propres et de produit des matrices. Et ici, on vous définit tout d'abord l'espace dans lequel on travaille. On travaille dans une base orthonormée à 3 dimensions. Les vecteurs de base, c'est φ1, φ2 et φ3. Donc, puisque je dis base orthonormée, ça veut dire ces vecteurs vérifient la relation de normalisation et la relation de fermeture. Et on vous donne l'opérateur H. Et on vous donne l'action de H sur le vecteur de base φ1, l'action de H sur le vecteur de base φ2 et l'action de H sur le vecteur de base φ3. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de donner la matrice de H dans cette base, chercher les vecteurs propres et les valeurs propres de H dans cette base et déterminer les projecteurs associés à ces valeurs propres ainsi que la relation de fermeture et après montrer que cette base de vecteurs propres est une base orthonormée. Donc on commence par la première question. Quelle est la matrice que représente cet opérateur? Ça veut dire l'opérateur H. Donc on nous a donné dans l'énoncé ces équations-là. Et pour la matrice de H, il est donné par ces expressions. Donc ici, le premier élément de la matrice, c'est le produit. Donc ici, c'est la ligne φ1. Ça, c'est la ligne φ2. Ici, c'est la ligne φ3. Si vous avez la colonne φ1, la colonne φ2 et la colonne φ3. Donc l'élément que j'ai ici, c'est la projection de H sur φ1 et le résultat, je le projette sur le bras
phi1. Et ainsi de suite. Donc, on va faire le calcul de tous les éléments de la matrice. Le premier élément, c'est h fois phi1. C'est h fois phi1. Je l'ai ici, c'est 1. Et après, le résultat, je le multiplie par phi1. Donc, ça me donne phi1 fois phi1. Et je sais que phi1 c'est une base orthonormée. Donc, il y a la relation de normalisation, phi1 fois phi1 égale 1. Donc, ce que j'ai calculé, c'est le premier élément de la matrice qui est égal à 1. Alors, je calcule le deuxième élément de la matrice, celui-là, de la première colonne. Je projette sur phi1. J'ai toujours h fois phi1, c'est phi1. Et j'ai ici phi1 fois phi2. Donc, c'est 0 puisque phi1 et phi2, c'est une base orthonormée. Donc, ici, je vais avoir un 0. Pour le troisième élément, c'est h fois phi1, toujours c'est 1 fois phi1. Et après, je vais avoir phi1 fois phi3, c'est nul. Donc, ça veut dire ici, je vais avoir un 0. Donc là, sur cette colonne-là, je vais avoir 1, 0, 0. Et on passe aux autres éléments de la matrice. Maintenant, je projette sur phi2. Donc, phi1, h phi2. Donc, j'applique h à phi2. Ce qui me donne h phi2, c'est ça. Donc, je remplace phi2 par son expression que j'ai ici. C'est ce que j'ai fait ici. Et après, j'applique h à phi2, ça me donne phi1 à phi2, ça me donne 0. Phi1 à phi3, ça me donne 0. Donc, le résultat, c'est 0. Donc, ici, c'est quoi? C'est la première ligne, deuxième colonne. Donc, la matrice, l'élément de la matrice de la deuxième colonne, première ligne, c'est 0. Et on passe au deuxième élément de la matrice. Donc, si je projette h fois phi2 sur phi2, et là, comme vous voyez, je remplace phi2 par sa valeur, et j'ai ici phi2 fois phi2, donc ça va être égal à 2. Et le reste, c'est 0. Donc, je vais avoir 2. La même chose pour phi3. Ici, je vais avoir phi3 fois phi3 qui est différent de 0. Ce terme-là, celui-là est nul. Donc, ça va me donner 1. Donc, la deuxième colonne, c'est 0, 2, 1. La troisième colonne, la même chose. Je remplace quoi? Phi3 par sa valeur. Phi3 par sa valeur, ça veut dire h fois phi3, je le remplace par ça. Ce que j'ai fait ici. Et je vais avoir phi1 fois phi2, c'est nul. Phi1 fois phi3, c'est nul, donc c'est 0. Et je passe aux autres éléments. Donc ici, c'est le premier élément de la troisième colonne, et le deuxième élément de la troisième colonne, et le troisième élément de la troisième colonne. Et je tiens ainsi la matrice de H. Donc j'ai répondu à la première question. On passe à la deuxième question. Calculer les états propres, les VI, ça veut dire les vecteurs propres, et les valeurs propres, EI, de H, dans la base des VI. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On essaiera de diagonaliser cette matrice. Alors s'il vous plaît, là, il faut faire attention, parce que parfois on vous donne des matrices à diagonaliser, il ne faut pas passer directement au calcul, il faut voir qu'est-ce que vous avez. Par exemple, ici j'ai la valeur 1, c'est une valeur, c'est une ligne qui ne contient que de 0, et ici la colonne ne contient aussi que de 0, donc c'est sur la diagonale, ça veut dire que 1, c'est une valeur propre de H. Et le vecteur propre qui correspond à 1, c'est quoi? C'est le quête phi1, donc phi1, c'est un vecteur propre de H. Donc le premier vecteur propre que j'ai, le VI, c'est V1 égale phi1 pour la valeur propre lambda égale à 1. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Remarque, la valeur lambda égale 1 est une valeur propre de H correspondant au vecteur propre phi1, car H fois phi1 va être égal à 1 phi1. C'est une équation aux valeurs propres, donc le premier vecteur propre que j'ai, c'est le vecteur propre V1 qui est égal à phi1 pour la valeur propre lambda égale 1. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste à diagonaliser cette petite matrice, ce qu'on appelle la matrice réduite. Donc, je l'ai écrite ici, donc il faut chercher à trouver les vecteurs propres et les valeurs propres.
qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose que ce qu'on avait fait dans le cours. Donc on prend la matrice réduite, on calcule le déterminant de h' moins lambda i, comme d'habitude, h' moins lambda i qui me donne cette équation, et je fais ce calcul-là, ça me donne le module, donc ça c'est le déterminant qui doit être égal à 0, donc je vais avoir 2 moins lambda, ici 2 moins lambda, 2 moins lambda, donc 2 moins lambda, ici j'ai le 1, 1, 1, et après je fais le calcul du déterminant, c'est 2 moins lambda au carré moins 1 au carré, donc c'est une équation du second ordre, donc ça me donne lambda au carré moins 4 lambda plus 4 moins 1, ça fait lambda au carré moins 4 lambda plus 3 qui est égal à 0. Et là, je trouve comme résultat deux valeurs propres, lambda 2 égale 1 et lambda 3 égale 3. Et comme ça, on cherchera maintenant à obtenir les vecteurs propres correspondants. Voilà. Donc pour lambda égale 1, toujours, je cherche le vecteur propre V2. Lorsque je le multiplie par H', je vais obtenir la valeur propre 1 fois V2. Donc V2, les composantes de V2, il est écrit dans la base phi2, phi3, parce que phi1, on l'a déjà traité. Et il faut que H' fois V2 soit égal à V2 fois 1. Et je cherche maintenant les coefficients alpha et bêta. Donc j'écris ça sous le forme matricielle, fois alpha et bêta. Donc je vais avoir 2 moins lambda fois alpha. 2 moins, pardon, je remplace tout d'abord lambda par sa valeur, parce que j'ai ici la valeur c'est 1. Ça me donne 1, 1, 1, 1. Ici 2 moins 1, ça fait 1. Et je vais avoir 1 fois alpha plus 1 fois bêta doit être égal à 0. 1 fois alpha plus 1 fois bêta égale 0. Comme vous voyez ici, j'ai un système de deux équations. Et j'ai deux inconnus, mais ce système-là me donne seulement une seule équation parce que ce système d'équations n'est pas linéairement indépendant. Donc ça me donne une relation qui lie alpha et bêta. Mais je dois chercher alpha et bêta. Donc c'est pour cela que je dois utiliser une autre propriété de mon système qui est le fait que le vecteur propre V2 doit être un vecteur normé. Ça veut dire le scalaire V2 fois V2, le V2 bras fois V2 quête, doit être égal à 1. Et ça va me donner, il faut que le module de alpha 1 au carré plus le module de bêta au carré doit être égal à 1. Donc le module de alpha au carré plus le module de bêta au carré doit être égal à 1. Je remplace alpha par sa valeur, ou bien bêta par sa valeur, celle que j'ai obtenue ici. Ça me donne une équation, 2 modules de alpha au carré égale 1. Ça fait que le module de alpha au carré est égal à 1, 2. Alors là, pour ce que je cherche moi, c'est le alpha, les coefficients alpha et bêta pour mon système. Mais là, j'ai, si vous voulez, 4 possibilités pour alpha. J'ai alpha qui peut être égal à 1 sur racine de 2, ou bien alpha égale moins 1 sur racine de 2, ou bien aussi alpha peut être complexe, i sur racine de 2, ou bien moins i sur racine de 2. Alors pour toutes ces solutions-là, j'aurai le module de alpha au carré qui est égal à 1,5. Alors là, j'ai à faire un choix. Et le choix qu'on fait toujours, on cherche la valeur positive et réelle, si c'est possible. Donc moi aussi, je vais chercher la valeur positive et réelle, donc je vais chercher la valeur propre 1 sur racine de 2. Et ça me donne alpha est égal à 1 sur racine de 2. Alors si j'ai alpha, avec cette relation-là, je peux obtenir bêta, ce qui me donne bêta est égal à moins 1 sur racine de 2. Donc j'ai trouvé toutes les composantes de V2 que je peux écrire sous cette forme-là. Donc ça c'est pour lambda égale plus 1. Je vais refaire la même chose pour lambda 3 qui est égal à 3. Donc la même chose,
chercher le vecteur V3, les coefficients du vecteur V3, de telle façon à avoir une équation aux valeurs propres. Et je remplace V3 par lambda par sa valeur qui est égale à 3. Donc je vais avoir ici 2 moins 3, ça fait moins 1, ce qui me donne cette expression. Et ça va me donner alpha plus bêta égale à 0. Ici c'est alpha moins bêta, pardon. Donc ici c'est un signe moins. Un signe moins. Donc ça me donne alpha égale bêta. Donc j'ai ici alpha égale bêta. Et après je fais le calcul pour obtenir alpha, dire que le V3 doit être normé, ce qui me donne encore une fois le module de alpha au carré est égal à 1 demi. Donc je choisis alpha est égal à 1 sur racine de 2 et j'obtiens alpha bêta qui est égal à 1 sur racine de 2 et comme ça je vais avoir l'expression de V3. Donc j'ai trouvé les valeurs propres et les vecteurs propres de H, ça veut dire que j'ai répondu à la question 2. Je passe maintenant à la question, je résume un petit peu parce que c'est important. Ici, voilà l'expression de H dans la base des phi I. Donc maintenant, j'ai la nouvelle expression de H qui est celle-là dans la base de ces vecteurs propres. Vous voyez ici, vous voyez les valeurs propres. J'ai la première valeur propre, c'est 1, la deuxième, c'est 1, et la troisième, c'est 3. Donc ça, c'est l'expression de l'opérateur H dans sa base de vecteurs propres qui est V1, V2 et V3 qui sont donnés en fonction de Φ1, Φ2 et Φ3. Voilà. On passe à la troisième question. On vous demande de déterminer les projecteurs associés aux valeurs propres. Et là, c'est seulement pour vous habituer à cette notion de projecteur, parce que c'est intéressant, un projecteur. Donc, c'est quoi un projecteur? C'est, par exemple, le projecteur P1, que je vais noter, c'est le vecteur propre qui est V1 fois le vecteur bras V1. Donc, c'est P1, par exemple. Ici, pour la valeur propre lambda égale 1, donc le vecteur propre qui correspond à cette valeur propre, c'est le quête V1 fois le bras V1. Et je remplace V1 par son expression, ça fait Φ1, Φ1. Et je fais la même chose pour la deuxième valeur propre, lambda 2. Donc c'est V2 fois V2. Je remplace V2 par la valeur que j'ai, par ces projections sur la base des phi I. Et je fais le calcul, je trouve que c'est égal à ça. Et après, je fais la même chose pour Φ3 et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai écrit les trois projecteurs ici qui sont associés aux trois valeurs propres. Maintenant, il faut vérifier la relation de fermeture. C'est quoi la relation de fermeture? C'est, si vous voulez, c'est la somme de tous les projecteurs associés aux trois valeurs propres. Ça veut dire ici, je vais avoir V1 fois V1 plus V2 fois V2 plus V3 fois V3. Ça, c'est pour la valeur propre lambda 1, la valeur propre lambda 2 et la valeur propre lambda 3. Je le remplace par les expressions que j'ai obtenues tout à l'heure. Donc ça, c'est Φ1 fois Φ1. L'autre vecteur, c'est cette expression-là. Et le troisième, c'est cette expression. Et maintenant, je fais la somme. Donc je vais avoir ici 1 demi de Φ3, Φ3. J'ai ici 1 demi de Φ3, Φ3, ça fait Φ3, Φ3. Donc j'essaie d'arranger tout ça. Et voilà ce que j'obtiens. C'est Φ1, Φ1, parce que ici, moins 1 demi de Φ2, Φ3, plus 1 demi Φ2, Φ3, ça va disparaître, moins 1 demi Φ3, Φ2, plus 1 demi Φ3, Φ2, ça va disparaître, et ce qui me reste, c'est 1 demi Φ2, Φ2, plus 1 demi Φ2, Φ2, ça me donne Φ2, Φ2, ça me donne ça. Et on sait bien que ça, c'est égal à 1, parce que la base des Φi, c'est une base orthonormée, donc je trouve que aussi, ici, la relation de fermeture est vérifiée. On passe à la quatrième question. Nous avons montré que la base des VI vérifie la relation de fermeture. Maintenant, est-ce que c'est normal ici? Donc, est-ce que les VI fois VJ est égal à delta IJ? Ça veut dire si I égale J, c'est 1, et si I différent de J, c'est 0.
Donc je commence par le premier, V1 fois V1, je remplace V1 par sa valeur, celle que j'ai trouvée, ça me donne 1. Et le deuxième, c'est V1 fois V2, est-ce qu'il est égal à V1 fois V3? Parce que si vous voyez, c'est V1, c'est Φ1, et V2, c'est ce que j'ai ici. Donc ça veut dire que je projette, je multiplie ici par Φ1. Donc Φ1 fois Φ2, c'est 0, et Φ1 fois Φ3, c'est 0. La même chose ici. Donc ça, c'est vérifié. L'autre expression, V2 fois V2, donc je vais avoir 1 sur racine de 2 ici, 1 sur racine de 2 ici, Φ2 fois Φ2, ça me donne 1 demi, et là, j'ai moins 1 sur racine de 2 Φ3, ici moins 1 sur racine de 2 Φ3, ça fait plus 1 demi, Φ3 fois Φ3, c'est plus 1 demi, 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Donc c'est vérifié. Et je fais la même chose pour les autres, et je trouve que la relation de fermeture est vérifiée. Donc la somme des VI, VJ est égale à delta IJ. Donc avec ça, qu'est-ce que je peux conclure? Que la base des VI, c'est une base orthonormée. Et puisque j'ai vérifié ça, je peux prévoir, j'ai déjà les valeurs propres qui sont réelles, je peux dire que l'opérateur H, c'est une observable parce qu'il est hermétique, les valeurs propres sont réelles, et la base de vecteurs propres, c'est une base orthonormée. Donc, constitue une base orthonormée. On passe à l'exercice 3. Donc, dans le troisième exercice, on a, dans l'espace vectoriel des états d'un système physique, donc cet espace est défini à 3 dimensions, donc on vous donne la base dans laquelle on va travailler, c'est l'ensemble des UI avec I égale 1, 2 et 3. Et j'ai ici un quête qui est donné par ça. Ce quête-là, et peut-être il va représenter une particule, et celui-là, il va représenter une autre particule, par exemple. Et on sait que les quêtes, normalement, ils doivent être normalisées. Donc il faut déterminer la norme et calculer explicitement les opérateurs, les projecteurs associés à ces vecteurs. Donc on avait vu ça, à ces deux vecteurs, et représenter ces quantités par des matrices. Donc ces vecteurs-là, on va essayer de les représenter par les projecteurs, on va essayer de les représenter sous forme matricielle et vérifier que les projecteurs qui correspondent à psi0, c'est P0, et le projecteur qui correspond à psi1, c'est P1. Est-ce qu'ils sont des projecteurs? Est-ce qu'ils sont des projecteurs? Voilà, on commence par la première question, la norme. J'ai ici psi1 et psi2. Donc je calcule la norme, c'est psi0 fois psi0. Ça me donne, alors là il faut faire attention. Donc ici psi0, c'est un quête, donc c'est une matrice unicolone. Donc je vais écrire la matrice unicolone. J'ai 1 sur racine de 2 ici que je vais mettre ici, I sur 2 que je vais mettre ici, sur l'opérateur U2, et j'ai 1 demi que je vais mettre ici pour U3. Maintenant, si je veux calculer le bras, il faut que je convertisse la colonne en ligne et je mets le tout en conjugué. Donc 1 sur racine de 2 conjugué, c'est 1 sur racine de 2, mais ici I sur 2 conjugué, c'est moins I sur 2. Et ici, vous avez 1 demi, 1 demi. Et je fais le calcul. Donc ça fois ça, c'est 1 demi. Ça fois ça, donc c'est moins I au carré sur 4, donc c'est 1 quart. Et ça fois ça, ça fait 1 quart, donc c'est normalisé. Et je fais la même chose pour psi1. Donc je trouve que les deux vecteurs sont normés. On passe à la deuxième question. Calculer explicitement les opérateurs de projection P0 et P1 sur les états psi0 et psi1 et représenter les quantités sous forme matricielle. Donc voilà, le projecteur P0, c'est quoi? C'est le quête psi0 fois le bras psi0 que je vais écrire ici. Quête psi0 fois le bras psi0. Donc j'ai l'expression du quête, l'expression du bras. Et là, si j'ai une matrice unicolone fois une matrice uniligne, ça me donne une matrice carrée. Donc la matrice carrée, le premier élément, c'est à 9 éléments. Le premier élément, c'est ça
fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc c'est ça, ça me donne. Et le deuxième élément, le premier élément, c'est la première ligne fois la première colonne. Première ligne fois première colonne, ça me donne 1,5. Le deuxième élément, première ligne fois deuxième colonne, ça me donne moins i sur 2 racines de 2, je l'ai ici. Et le troisième élément, première ligne, troisième colonne, c'est 1 sur 2 racines de 2. Deuxième ligne, première colonne, c'est i sur racine de 2. Deuxième ligne, deuxième colonne, c'est 1/4. Deuxième ligne, troisième colonne, et ainsi de suite. Et comme ça, j'obtiens la matrice du projecteur P0. La même chose pour P1, Psi1 fois Psi1, le même calcul. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant il faut montrer est-ce que ces opérateurs de projection sont des projecteurs. Donc je les représenter par des matrices. Alors pour qu'ils soient des projecteurs, il faut que le P0 au carré soit égal à P0. Donc, il faut que le P0 au carré soit égal à P0. Donc on va essayer de faire le calcul. Donc P0 au carré, c'est P0 fois P0. Donc P0, c'est psi ket 0 fois psi bras 0. J'ai remplacé P0 par sa valeur. Et après, j'ai ici psi 0 fois psi 0. J'ai trouvé que c'est égal à 1. Et qu'est-ce que j'obtiens? Ça, c'est égal à 1. Qu'est-ce que j'obtiens? C'est P0. Donc, je peux dire que P0, c'est un projecteur. Et je fais la même chose pour P1. Donc, P1 aussi, c'est un projecteur. Donc, on a répondu à la troisième question. Et on arrête ici. Et la prochaine fois, on va continuer avec le 4e exercice. Et à la prochaine. Merci.